Si je pouvais vous donner un conseil en tant qu'entrepreneur, porteur de projet, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes individuellement dans votre vie et dans vos projets, mais vraiment concrètement, faites ce que vous faites par passion. Et surtout, chez The Family, j'ai vu trop de mecs arriver qui étaient là en mode entrepreneur wannabe, c'est trop cool The Family, c'est le dernier truc hot. Et en fait, les mecs restent pas. Ils restent pas parce que fondamentalement, ils n'ont pas ces croyances. Fondamentalement, ils sont pas extrêmement passionnés par ce qu'ils font et du coup, ça marche pas. Et en fait, on a toujours un truc dans sa vie qui nous passionne et on n'est pas tous voués à faire de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est dur. On n'est pas tous voués à être founder de start-up ou à être porteur de projet ou à ce que vous voulez. Et j'ai rencontré trop de gens médiocres parce qu'ils ne le faisaient pas par passion, ils ne le faisaient pas par vrai ADN. Et franchement, c'est nul quand on a l'opportunité d'être brillant dans quelque chose, et on est toujours brillant dans quelque chose parce qu'il y en a toujours un truc qui nous passionne, et vaut mieux le faire à fond et complètement abandonner les trucs dans lesquels on n'est pas à l'aise. Bonsoir à tous et à toutes. Pour cette conférence, on accueille quelqu'un d'un peu spécial parce qu'on accueille Damien Morin, qui était le CEO de Save, qui est maintenant le CEO de Mobile Club. Mobile Club, c'est une boîte qui te permet de louer un smartphone, donc par exemple un iPhone 7 pour 20 € par mois, avec remplacement illimité compris. Enfin voilà, si tu casses ton téléphone, tu peux te le faire remplacer et ça va hyper vite. Donc une offre assez incroyable. Save, avant, c'était une boîte qui te promettait de réparer ton smartphone le plus rapidement possible quand tu le cassais, donc on voit la corrélation. Et en fait, ce qui est intéressant avec Save, c'est que c'est une boîte qui était un peu légendaire quand je suis arrivé chez The Family il y a quelques années, et tout le monde parlait de cette boîte. Tout le monde parlait de cette boîte parce qu'il y avait plein de chiffres qui résonnaient. Un des chiffres, c'était en un an, ils sont passés de 100 000 € de chiffre d'affaires par mois à 100 000 € de chiffre d'affaires par jour. Il y avait un autre chiffre qui était, ils sont passés de 25 à 500 employés en un an, etc., etc. Et ça continuait de s'enchaîner, ça continuait de grossir extrêmement vite parce que c'est une des boîtes qui a connu une hyper-croissance très très forte ces dernières années. Aujourd'hui, cette boîte, elle a été en redressement judiciaire, ils ont récupéré le truc, elle tourne toujours, ça existe toujours, et Damien est parti sur une nouvelle aventure. Et on s'est dit que pour un coup d'état talk, pour une leçon d'entrepreneuriat, ce serait bien de l'inviter pour vous raconter un peu tout ça. Je vous prie de l'accueillir et bonne conférence. Merci. Merci Valentin pour cette magnifique intro. Puis, très bon pitch de Mobile Club, bravo. Merci à tous d'être là, de me donner l'opportunité de raconter l'histoire. C'est toujours un peu, c'est un bon exercice, je trouve, en tant qu'entrepreneur de pouvoir revenir un peu sur tout ce qui s'est passé, parce que finalement, il y a des trucs qui se sont mal passés et du coup, c'est important de les raconter, parce que ça donne une légitimité et ça permet de bien analyser ce qui s'est passé, à la fois pour moi et puis pour les autres. Et puis à la fois, il y a plein de trucs qui se sont bien passés et qui ont quand même permis de générer des chiffres assez impressionnants sur la partie un peu top line, nombre d'employés, chiffre d'affaires, branding, etc., etc. Il y a plein de trucs qui ont bien fonctionné et je suis ravi de vous donner un peu les secrets de sauce et les choses qui ont compté en tout cas dans cette aventure. Bon, je vais revenir un petit peu depuis le début du coup de la création. Je vais partir sur un format très storytelling pour vraiment tout vous raconter. Et après, vous n'hésiterez pas, je laisserai pas mal de temps pour les questions et n'hésitez pas à me poser des questions beaucoup plus précises et beaucoup plus techniques du coup sur des cas pratiques ou des situations peut-être que vous vivez en ce moment. Et du coup, ça pourra ça pourrait mettre en application ça directement dans vos boîtes. Moi, j'ai toujours été assez geek, technophile, enfin, comme vous voulez. C'est pas un truc très atypique de raconter ça chez The Family, mais voilà, mon père est ingénieur informaticien, j'ai eu un ordinateur globalement à l'âge de 3 ans, je tapais sur un clavier d'ordinateur avant d'avoir un stylo dans la main. À 10 ans, 11 ans, je faisais déjà des petits programmes sur C++. Je suis pas un génie de l'informatique, loin de là, je pense que je suis très débile. Mais en tout cas, j'ai eu rapidement un ordinateur entre les mains. Donc vous savez comment ça se passe. Sous prétexte que vous savez comment fonctionne un ordinateur, vous êtes World Assistance pour la Terre entière, pour vos amis, la famille, etc. Et du coup, ça a commencé comme ça.
où j'avais 12 ans, je crois, ou 13 ans, un truc comme ça. J'ai eu une amie de ma mère qui explique à ma mère que son ordinateur a des problèmes, qu'il est lent, qu'il a un virus, je sais pas quoi. Et là, évidemment, comme toute bonne copine, elle dit mais attends, j'ai Damien, il est super doué sur les ordinateurs, il va pouvoir t'aider. Donc j'y suis allé. En effet, j'allume déjà juste à l'allumage. Il y en avait pour 15 minutes, toutes les pop-up, tous les programmes qui se lancent, le truc hyper lent. Enfin, vous avez compris de quoi je parle. Surtout que là, on est il y a 15 ans, donc vraiment une vieille bécane, etc. Et bon, je lui ai rien fait de plus compliqué que de récupérer les données qui comptaient pour elle. J'ai mis ça sur un disque dur, j'ai analysé avec un antivirus, j'ai reformaté le disque dur, j'ai réinstallé une copie de Windows. Ça m'a pris honnêtement 45 minutes, et puis 45 minutes pas hyper actif, quoi, c'est-à-dire que je laissais tourner le truc. Et à la fin, elle était, honnêtement, elle était ravie, elle m'a prise dans ses bras, elle a vraiment littéralement pété un câble. Je lui avais résolu un vrai problème, et ça, moi, je l'ai senti. Et puis je l'ai bien senti aussi quand elle a pris dans son portefeuille 50 €, elle m'a donné 50 €. Et là, j'ai fait, ouais... 45 minutes, 50 balles. Là, j'ai fait OK. Donc, il y a clairement un truc à faire. Donc, j'avais 13 ans. Je me suis pas vu Bill Gates, mais en tout cas, j'avais 13 ans. Donc, évidemment, on commence à arriver dans les âges où on a envie de pas manger à la cantine, on a envie voilà, d'avoir son argent pour s'acheter ses propres trucs. Je pense qu'à 13 ans, c'est la première cigarette, un truc comme ça, on a envie de pouvoir s'acheter son paquet de clopes, hein, voilà. Clairement, j'ai tout de suite vu l'intérêt de commencer à monétiser mes très grandes compétences. Et donc voilà, donc la semaine d'après, j'ai fait quelques annonces, genre Damien, jeune collégien, peut vous aider sur vos ordinateurs, etc. Et j'ai foutu ça dans toutes les boîtes aux lettres de mon voisinage. Et puis j'ai commencé à être appelé par tout un tas de clients qui avaient des problèmes de connexion internet, d'imprimantes, etc. Et puis j'ai commencé à en gagner un petit peu ma vie comme ça. Tellement que je commençais à avoir quelques clients récurrents et je pense qu'au bout de 2 mois, 3 mois, honnêtement, je devais gagner entre 1000 et 1500 € de cash par mois à 13, 14 ans. Donc j'avais plein d'argent, je peux faire plein de trucs hyper cool. J'ai pu rencontrer tous les rich kids de mon âge. Je commençais à être pote avec des Romains Peugeot, des choses comme ça. À 16-17 ans, quand ça commence à être un petit peu la mode de sortir en boîte de nuit, vu que j'étais le seul à pouvoir investir dans les trucs, j'ai organisé ma première soirée. D'ailleurs, en fait, ici, chez The Family, il faut le savoir, je suis connu comme étant le king de la night. Parce que je fais encore pas mal de fêtes. Donc voilà. Et donc j'ai commencé à organiser des premières teufs. Donc on a loué, tiens par exemple à 17 ans, on a loué un hôtel particulier qui était pas très très loin d'ici d'ailleurs, dans le Marais. Et puis on a organisé un open bar à 50 €. Donc l'argent en fait m'a permis de commencer à faire du business qu'on peut faire avant d'avoir 18 ans. Du coup, je suis rentré en école de commerce à 18 ans. J'ai fait une école pas très fameuse, ça s'appelle l'EBS. En tout cas, j'y ai appris plein de choses. Et le premier truc que j'ai appris, c'est le BDE de mon école, puisque je commençais déjà à faire quelques soirées. Je bossais dans une boîte qui s'appelait Les Planches, qui fonctionnait assez bien. Donc à 18 ans, j'ai découvert ce que c'était que le BDE, et donc j'ai monté ma liste BDE pour pouvoir être élu. Donc la manière dont ça se fonctionnait dans mon école, c'est on construit une liste BDE. Puis on est élu après pendant une période de 1 an. Et là, j'ai découvert ce que c'était vraiment une petite entreprise. Parce qu'on a été élu. Et le BDE de l'EBS, sur 1 an, on a fait pas très très loin de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pas vraiment du chiffre d'affaires, c'est on appelle ça du budget dans l'associatif. Mais bon, moi je voyais ça comme du vrai chiffre d'affaires, quoi. C'est-à-dire qu'on organise ces événements, ils doivent être les plus sexy possibles, au bon prix, avec un marketing, etc., etc. Donc ça va vite, hein. Vous emmenez 300 étudiants à 200 € par étudiant en week-end d'intégration. Ça vous fait déjà 150 000 € de budget au total sur le week-end d'intégration. Vous avez un week-end de ski qui est 3 fois plus cher. Vous avez 10 soirées dans l'année, un gala à organiser. Toutes les associations en fait de l'école passaient par le BDE. Donc j'avais vraiment une équipe que je voyais un peu comme mes salariés, etc. Donc quand j'ai fait la passation de cette association, ça s'est terminé, je me suis vraiment demandé ce que j'allais faire encore dans cette école pendant 3 ans sans avoir une activité comme ça. Et donc j'ai monté une première société, une semaine après avoir fait la passation de mon BDE, qui s'est appelée
Save My Computer. Donc je faisais tout simplement de la réparation d'ordinateurs à domicile. Donc je faisais exactement la même chose que ce que je faisais quand j'étais plus petit, mais un peu plus organisé. Déjà, j'avais monté une vraie structure. Et ensuite, à l'époque, l'assistance informatique, ça rentrait dans le cadre du service à la personne. Donc le service à la personne, c'est un avantage fiscal que l'État donne à certaines sociétés parce qu'ils font du service à la personne. C'est un petit peu dans le cadre pas du blanchiment d'argent, mais pour éviter le travail au noir. Donc femme de ménage, assistance informatique, comme ça c'est facile de donner 50 € en espèces. Donc il y avait un avantage fiscal très important. La première chose, c'est qu'on facture avec une TVA à 5,5 au lieu de 19,6 à l'époque. Donc ça, c'était fort pour une boîte de service. Mais surtout, toutes les interventions étaient déductibles de 50% des impôts pour les particuliers. Donc le client paye 50 et en fait, il a l'impression de ne payer que 25. Moi, j'avais obtenu l'agrément et donc je générais des interventions pour les particuliers. Alors, à l'époque, donc je faisais ça pendant mes études. Donc j'avais des techniciens que j'avais recrutés sur Le Bon Coin qui faisaient des interventions, qui faisaient les interventions pour moi. Et puis après, j'avais organisé tout un système marketing pour pouvoir générer des ventes. Donc j'avais un site où je faisais un petit peu de Google AdWords pour amener un petit peu de trafic sur le site. Donc, et puis le truc qui a vraiment le mieux fonctionné, c'était les flyers sur les voitures. J'aurais préféré faire un truc plus tech, mais ça marchait extrêmement bien. Donc j'ai même géré cette boîte en fait pendant mes études à l'étranger, puisque j'étais parti à l'étranger étudier. Et donc j'avais une boîte qui s'occupait d'imprimer les flyers, qui les envoyait à une boîte qui s'occupait de les distribuer, puis une troisième boîte qui vérifiait que la deuxième les avait bien distribués. C'était un flyer complètement nul à l'époque. Je me rappelle, vous aviez un ordinateur qui était posé sur une bouée comme ça, qui était sur une espèce de lac ou une mer. Puis il y avait marqué « Votre ordinateur est à la dérive » pour l'interrogation. Et puis sur le verso du flyer, il y avait tous les tarifs et toutes les interventions qu'on était capable de faire. Honnêtement, au bout d'une petite année, on a dépassé les... alors je dis on, mais à l'époque j'étais seul. Donc on a dépassé les 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc ça m'a payé toutes mes études, toutes mes bêtises. Donc ça, c'était très sympa. Et puis quand je suis revenu à Paris, j'ai voulu booster un petit peu cette boîte. Donc j'ai commencé à faire davantage de pubs, Facebook, sur Internet, etc. etc. Et là, j'ai été confronté en fait à des clients qui me disaient « Ok, c'est cool, vous savez réparer les ordinateurs, mais est-ce que vous êtes capable de réparer mon iPhone ?» Là, on est en 2012. 2012, c'est l'iPhone 4S. Donc là, on est dans le premier téléphone, le premier iPhone qui était vraiment mass market. Avant, c'était un produit de riche, truc de ricain, assez élitiste, etc. Là, les opérateurs ils mettaient énormément de subventions et c'est le premier iPhone qui s'est très très largement vendu en France, le 4, le 4S. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc là, on est sur un magnifique téléphone. Donc, il y avait un châssis en aluminium au milieu et puis de l'autre côté, deux faces en verre. Donc, truc très très cassable. À l'époque, pas d'Apple Store en France. Les opérateurs qui proposaient peu ou pas vraiment de solutions de réparation. Et donc, il y avait finalement plus que des solutions un peu opaques pour la réparation. Donc, à Paris, il y avait Barbès, il y avait Montgalet, il y avait toutes ces petites boutiques, mais finalement une offre qui n'était pas suffisamment satisfaisante pour les particuliers. Et donc, c'est comme ça que j'avais des demandes entrantes. Donc moi j'ai vu les demandes clients, puis c'est toujours pareil, au début on dit non, nous on fait la réparation des ordinateurs, puis à mesure des demandes qui arrivent, on dit bah ok, on veut bien. Donc j'ai commencé par acheter quelques écrans sur internet, vu quelques tutos, comprendre comment ça fonctionnait, et puis j'ai commencé à faire quelques interventions à domicile, et puis je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien. À partir du moment où on a commencé à communiquer sur le fait qu'on faisait les ordinateurs et les smartphones, la moitié de mon chiffre d'affaires était des smartphones. Donc je me suis dit, bon là, il y a peut-être un petit truc à faire, un positionnement à prendre. Donc j'ai attrapé mon pote Peugeot, justement. C'était pas mal de se faire ce type de relation. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un projet hyper stylé à te proposer. Je pense qu'il faut qu'on fasse une boutique de réparation de téléphone. Mais un truc bien, pas comme Barbès et Montgalet, un truc vraiment cool, avec des propositions de valeur qu'aujourd'hui on ne trouve pas. Donc la première chose, c'est qu'on délivre une facture en plus des réparations, qui franchement, à l'époque, c'était clairement un truc hyper innovant.
on donne une garantie de 1 an, ça c'était énorme aussi, parce que à Montgalais ou à Barbès, je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais globalement tout ce que vous faites c'est garanti jusqu'au seuil de la porte. Et éventuellement avant que vous atteigniez le métro. C'est bon, si vous avez pris le métro machin c'est terminé, mais avant que vous preniez le métro vous pouvez revenir. Donc ça c'était fort. Deuxième truc c'est qu'on proposait des interventions en 20 minutes, ça c'était complètement innovant aussi. Parce que finalement même à Barbès et Montgalais il fallait le laisser pendant une demi-journée, et je vous parle même pas des autres solutions. Vous deviez envoyer votre téléphone par la poste, attendre quelques semaines déjà juste qu'ils vous donnent un devis, donc c'était finalement des interventions que c'était compliqué à réaliser. Donc 20 minutes d'intervention, une garantie de 1 an. Et puis troisièmement, des interventions directement devant le client, les clients qui sont quand même plutôt en flip sur leurs données, etc., etc. Et donc nous, on intervenait en direct devant le client, donc ça aussi c'était très, très notable et ça a très bien fonctionné. Donc j'ai ouvert la boutique grâce à Romain, donc, qui m'a aidé à pouvoir investir dans ce point de vente. Donc qui a investi 80 000 € pour pouvoir lancer le premier magasin. Le premier magasin qui se situait... bon, c'est pas énorme, hein, 80 000 € pour un magasin, qui se situait rue Duret. Ça vous parle, rue Duret? C'est normal. C'était un peu à l'abri du commerce, mais franchement, elle en jetait, hein, la boutique. C'était 20 mètres carrés à peu près. Vous aviez 4 murs comme ça, en carré. On avait construit un comptoir. Mais des propositions de valeur qui étaient suffisamment attirantes pour que la boutique marche bien et dès le démarrage. Donc on a ouvert en février 2013. Donc moi j'étais en 4e année d'école, donc je démarrais mon master finance. Et puis globalement la boutique elle était rentable au bout de 3 à 4 mois. Ensuite on a eu plusieurs effets d'aubaine. Le premier effet d'aubaine c'est qu'on a été contacté par un groupe donc du B2B auquel on ne s'y attendait pas. Je me rappelle à l'époque c'était moi qui étais à la boutique, j'étais entre deux cours, donc je prenais les téléphones des clients et puis là on a eu un appel, donc je réponds, elle m'explique bonjour, je m'appelle Céline Cardon, ça s'appelait, je m'appelle Céline, donc je travaille chez Altran, groupe Altran, avec pas mal de consultants. Elle me dit voilà, je viens de voir vos offres, les prix, la rapidité du service, tout ça. Donc, globalement, moi, ça m'intéresse. Mais le problème, c'est que moi, des téléphones, j'en ai pas un ou deux ou trois. En fait, je gère 5000 téléphones. Et puis j'ai 2 collègues aussi là, qui sont mes homologues dans le groupe. Et au total, on a à peu près 12 000 téléphones en flotte. Et voilà, évidemment, on a pas mal de casques, etc. Est-ce que vous savez travailler avec un groupe B2B? Évidemment, on a un service commercial dédié pour ça. Je vais vous envoyer notre responsable commercial. Donc, entre 2 cours, je suis enfilé un costume. Je suis allé donc au rendez-vous. Là, j'ai vu donc Céline, ses 2 homologues. Donc, je suis venu tranquille. Hein, donc, je suis venu bien avec des cartes de visite. Damien, responsable commercial, machin, un truc bien comme il faut. Bon, là, j'étais en mytho total pendant le rendez-vous, hein, évidemment. Donc, la boîte existait depuis 5 ans, on a travaillé déjà avec tout un tas de groupes, on faisait un travail très sérieux, on avait des milliers de téléphones en réparation évidemment. Puis donc assiste au rendez-vous le directeur des achats groupe, Altran, je ne m'y attendais pas, c'est un sujet assez important chez eux. Et donc je chope le contrat. J'ai eu une petite sueur quand même au moment où ils m'ont demandé le cabis, évidemment. Donc, j'ai dû envoyer le cabis. Personne n'a regardé le cabis, je pense. Donc ça, c'était cool. Donc c'est passé. Et moi, juste très drôle, 6 mois plus tard, donc on commençait à avoir beaucoup de presse. 1 an plus tard, on a commencé à avoir énormément de presse. Et à un moment, Céline m'appelle directement sur mon téléphone. Et elle me dit, tu sais, Damien, on n'en a jamais parlé, mais j'ai vu pas mal d'articles passer entre le rendez-vous qu'on a fait. je crois que tu nous il y a quelques trucs que t'as un petit peu grossi, quelques chiffres, je pense, quand on s'était rencontrés. C'était assez drôle. Elle m'en a pas voulu. Et donc on a eu ce groupe Altran qui est rentré, donc qui générait en fait énormément de volume pour nous par rapport à la petite boutique, au petit magasin qu'on avait. Donc j'ai dû ouvrir un atelier supplémentaire, de toute façon que j'avais vendu en rendez-vous, mais finalement j'étais obligé. Donc l'atelier qui était situé à Boulogne, donc, juste à côté de mon école. Mon école était porte d'Auteuil, j'étais à Boulogne, et puis après j'avais ma boutique qui était porte Maillot finalement. Et donc voilà, donc
cet atelier donc, pour pouvoir prendre des commandes B2B. Donc là, j'ai appelé mon copain Peugeot, je lui ai dit PSA, ils ont forcément plein de téléphones. Et puis j'ai commencé à aller chercher pas mal de groupes. On a bossé avec Eutelsat, avec Canal+, avec donc PSA, avec le groupe Bolloré. Donc tout ça, des clients qu'on a rentrés finalement sur les premiers mois de création. Donc en décembre 2013, donc de la toute première année, on était déjà une dizaine dans la boîte, avec une dizaine de clients groupe. L'atelier faisait déjà au moins 5 fois le volume de la boutique qui fonctionnait très très bien. Donc là, il fallait réfléchir un petit peu aux prochaines étapes. Moi, j'en avais jusque-là, parce que j'étais en 4e année d'école. Bon, je commençais à arriver sur la 5e année, qui était plutôt une année de stage, donc j'allais pouvoir faire mon stage dans mon entreprise. Mais bon, globalement, un volume qui commençait vraiment à grossir. J'ai fait rentrer donc 2 copains dans l'aventure, Geoffroy, qui était au BDE avec moi, qui était trésorier, plutôt sur la partie opérationnelle pour m'aider, et puis un autre ami qui s'appelle Amaury, qui lui revenait d'un stage à New York en B2B, donc il avait vraiment la logique de gestion de compte, en fait, de grands comptes. D'ailleurs, il était venu, il m'avait fait voilà, donc tu as un pipe de vente, après il faut faire du farming sur le client. Je lui ai dit, hey, viens m'aider, viens bosser avec moi. Et donc finalement, je me suis retrouvé en janvier 2014 avec un peu plus de temps finalement pour moi et puis pour réfléchir un peu à la suite. Là, j'ai fait un rendez-vous assez structurant en janvier 2014. Donc à l'époque, même si les volumes grossissaient, il fallait quand même attendre pas mal de temps avant qu'on soit capable d'autofinancer un 2e magasin. Et puis après, il allait falloir attendre que le magasin grossisse et puis autofinancer un 3e magasin. Ce qui pour moi était trop long. C'était un peu trop ambitieux pour ce projet. Et donc je me suis mis à rechercher quelques fonds. Donc j'ai appelé mon copain qui était pour moi le mieux placé, parce qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup de réseau.